Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Comment une affaire d'exfiltration d'une ressortissante algérienne transforme les relations entre Alger et Paris sans dessus-dessous. Notre diplomatie condamne la classe politique algérienne et vont debout. Les analystes parlent d'un acte irresponsable. Des images insoutenables et des lueurs d'espoir nous proviennent de Syrie grâce à la mobilisation de nos envoyés spéciaux. Nous irons plus près des rescapés syriens sauvés par nos secouristes dans un pays où les aides peinent à arriver. L'affaire d'espionnage Pegasus rattrape le Marzen. Une commission européenne des députés essaye de lever le voile sur une affaire sordide. Aminatou Haïdar a été entendue. Des journalistes d'investigation ont acculé les pratiques mafieuses du Maroc. Et enfin, nous terminons ce journal avec les coureurs du vendredi. Rien ne les décourage de brûler quelques calories, même pas pendant ce froid glacial. Reportage à suivre à la fin de ce journal dans la forêt de Bouchaoui. Et avant de développer ces titres et en application des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, l'Algérie décide d'accorder des aides financières d'un montant de 30 millions de dollars au profit de la République de Turquie et d'un montant de 15 millions de dollars au profit de la République arabe de Syrie en signe de solidarité avec ces deux pays suite au séisme qui les a ébranlés. Nous entamons ce journal donc avec cette grave dérive des autorités françaises. La barbouzerie française ne se cache désormais plus et ne cache pas son jeu. Elle s'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif qui est d'arriver à une situation de non-retour dans les relations algéro-françaises. Voilà qu'une femme exfiltrée vers la France, qui n'est ni journaliste ni militante, et 48 heures après, on l'invite à s'exprimer sur les chaînes de télévision publiques. Ceci est la preuve que les services français ont sonné la mobilisation générale de leur Khabarji, dont l'objectif recherché est désormais clair, que ces gens-là sachent que si la France envisage qu'elle peut refaire en 2023 un scénario comme la baie des cochons, ils se sont complètement trompés d'adresse, car ce n'est un secret pour personne qu'au niveau de la DGSE française, il y a une feuille de route pour mettre à mal les relations algéro-françaises. Cette feuille de route qui est exécutée par les barbouzes et les khabarjis et certains responsables au niveau de la DGSE et du Quai d'Orsay et certains conseillers franco-algériens qui ne cachent pas leur amour et leur vénération pour le Marsen. Il est désolant que tout ce qui a été construit entre le président Tebboune et le président Macron pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays tombe en ruine et la rupture ne semble pas loin. Une rupture justement qui pourrait causer beaucoup de dommages aux relations diplomatiques et économiques entre Alger et Paris. Cet acte est qualifié par l'Algérie de grave dérapage. Les spécialistes parlent d'actes imprévisibles et dangereux. Les détails avec Amélie Siditi. Une violation de la souveraineté nationale. L'opération clandestine et illégale d'exfiltration vers la France d'une ressortissante algérienne menée par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français a été fermement condamnée par l'Algérie. Un geste qualifié de provocateur qui risquerait de créer une nouvelle tension entre Alger et Paris. C'est un scandale pour la France. Ces agissements ont des conséquences imprévisibles et sont susceptibles de porter atteinte aux relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. C'est un acte irresponsable contraire aux normes et aux principes internationaux. Nous sommes persuadés que le courant narcissique existe toujours dans les mœurs de certaines personnalités en France. Il faut savoir que dans la plupart des cas, la France est habituée à ne pas tenir ses promesses. Un acte inadmissible qui transgresse le droit international et pouvant une fois de plus affecter les relations algéro-françaises. Un acte irresponsable que l'Algérie qualifie de grave dérapage et d'atteinte flagrante avec préméditation
à un État souverain. الدول تتساوى في السيادة ولا يجوز لدولة أن تقوم بالسطو على إجراءات قضائية. Les États sont placés au même pied d'égalité en matière de souveraineté et aucun État n'a le droit d'outrepasser les procédures judiciaires sous prétexte que ce citoyen détient sa nationalité. Il faut savoir que dans le droit international et la Convention de Vienne des relations diplomatiques, l'acte commis par la France est considéré comme un viol de la souveraineté algérienne. Une violation manifeste de toutes les lois et chartes internationales. Cet agissement illégal constitue une atteinte à la souveraineté nationale et une ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie. Un principe en faveur duquel l'Algérie a toujours plaidé. Dans l'actualité de ce vendredi, ce sont des images insoutenables qui nous parviennent de Syrie grâce à nos envoyés spéciaux. Des images d'enfants sous les décombres, de pleurs, de pères qui pleurent son petit, ou encore de cette attente interminable d'une maman dans le froid. Animée par l'espoir de retrouver son enfant, les équipes algériennes de secouristes sont au chevet des Syriens qui ont vraisemblablement été oubliés par plusieurs pays. Couverture de l'envoyé spécial de l'ENTV en Syrie, Hicham Saadoudi, commentaire signé Amel Barba. Il n'y a pas plus douloureux que de tenir son enfant inerte entre ses bras avant de l'enterrer. Ces images insoutenables illustrent le désarroi et la douleur des sinistrés du séisme de Turquie et de Syrie, qui continuent effondrés de compter leurs morts. D'autres nourrissent l'espoir de voir des survivants. J'ai cet enfant encore coincé sous les ruines. Cela fait 2 jours que j'attends dans la voiture dans l'espoir de les voir sortir vivants. Je les imagine transis de froid et affamés. C'est insoutenable. Le cœur meurtri, cette maman attend depuis 3 jours dans le froid glacial, animée par l'espoir inouï de voir ses 7 enfants encore piégés sous les décombres sortir vivants. Même si les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, l'espoir est permis, comme en témoignent ces enfants miraculés à l'image de la petite Shem qui tente de sauver son frère, donnant ainsi une leçon de courage extraordinaire au monde entier. Entre-temps, l'aide humanitaire peine à arriver en Syrie sous prétexte de l'embargo imposé à Damas. Ces images de détresse et de crise humanitaire dramatique mettent à nu la politique du 2 poids 2 mesures de la communauté internationale. Face à cette situation, l'Algérie a été l'un des premiers pays à être au chevet de la Syrie. Dans les zones sinistrées, les opérations de sauvetage se poursuivent, comme en témoignent ces images incroyables de ce nouveau-né sorti vivant des décombres qui ont fait le tour de la toile. Et nous restons en Syrie où le président syrien Bachar el-Assad a témoigné sa gratitude à la mobilisation de l'Algérie pour venir en aide aux citoyens syriens. Il a été interviewé par l'envoyé spécial de l'ENTV, Hicham Saadoudi. Nous faisons partie de la génération qui a grandi et qui a appris à l'école syrienne que l'Algérie est le pays d'1 million de martyrs. C'est ce qu'on a toujours connu de l'Algérie. Nous avons grandi en voyant les femmes syriennes vendre leurs bijoux et tout ce qui leur était cher afin de soutenir la guerre de libération algérienne. L'Algérie est toujours présente dans les cœurs de tous les Syriens. La relation entre l'Algérie et la Syrie est basée essentiellement sur le soutien syrien à l'Algérie durant sa guerre de libération et sur le soutien de l'Algérie durant des décennies à toutes les causes arabes en général
et les causes syriennes en particulier. Il est tout à fait normal de voir cette relation se concrétiser à travers cet élan. Nous n'avons pas senti que ces équipes sont venues d'un pays lointain. Nous avons senti que ce sont des Algériens venus du cœur de la Syrie pour aider les Syriens. C'est ce que nous ressentons réellement envers chaque citoyen algérien. Et ce tremblement de terre, vous le savez, ne connaît pas de frontières. Les équipes de la protection civile et du Croissant Rouge algérien sont mobilisées dans les zones sinistrées de Syrie et de Turquie. Le dernier bilan fait état de plus de 21 000 morts entre Syriens et Turcs. Les équipes de la télévision algérienne sont mobilisées depuis le premier jour. Elles ont pu interviewer les rescapés sauvés par les secouristes algériens. Couverture de l'envoyé spécial de la télévision algérienne, Abdelgabbar Ben Yahya, commentaire signé Mariam Damissa. À Adiyaman en Turquie, Mohamed Ferhat, ce père de famille était coincé sous les décombres d'un immeuble de 8 étages pendant plusieurs heures. Il nous raconte en larmes son épreuve difficile. J'ai passé un moment pénible, j'ai frôlé la mort, je remercie Dieu et je remercie les secouristes algériens. La situation est difficile, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu merci, mon père et moi sommes en vie, mais malheureusement nous perdons chaque jour un proche. On remercie la protection civile algérienne et le peuple algérien. Les éléments de la protection civile algérienne dépêchés sur place prodiguent tous les soins nécessaires aux rescapés de cette catastrophe naturelle. L'équipe cynotechnique a découvert une victime et nous allons nous déplacer dans l'immédiat pour la faire sortir grâce au protocole mis en place. En Syrie, Mazen a été secouru avec son fils et il garde l'espoir de voir les autres membres de sa famille en vie. Nous avons été sauvés, mon fils et moi, mais ma mère, ma fille, ma sœur et mon épouse sont toujours coincés. Nous vous remercions pour votre solidarité. Le peuple syrien et algérien sont frères. Nous avons des équipes spécialisées et formées pour chaque catastrophe naturelle. Les éléments de la protection civile poursuivent les opérations de secours dans les zones sinistrées, menant leur mission sans relâche pour retrouver des survivants. Et cet élan de solidarité trouve son écho sur les réseaux sociaux. Ce sont des centaines de milliers de posts qui ont été partagés sur les réseaux sociaux préférés des Algériens. Tous et sans exception rendent hommage à la mobilisation et le professionnalisme de nos secouristes. Reportage de Massine Hamia, commentaire signé Amel Barqaba. Le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie a suscité un extraordinaire élan de solidarité de la part des Algériens, notamment sur les réseaux sociaux. Une solidarité largement saluée par les internautes et notamment les Syriens qui ont exprimé leur reconnaissance à l'Algérie qui n'a pas hésité à répondre au plus vite à l'appel du devoir humanitaire. Un grand merci à l'Algérie. Ce soutien n'est pas nouveau. Les Algériens nous ont toujours habitués à cette générosité. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus dans cette crise. Que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve au nom du peuple syrien. Merci à tous les Algériens. L'Algérie n'a pas manqué de voler au secours de la Turquie et de la Syrie. C'est l'un des premiers pays à envoyer des équipes de secouristes, apporter une assistance d'urgence sur place et des aides humanitaires. Pour les internautes, les positions nobles de l'Algérie forcent le respect. Notre pays est un exemple pour tous. Il a toujours été pionnier dans les actions caritatives et humanitaires. Je remercie le glorieux peuple algérien et le président algérien pour leur aide et soutien précieux dans cette pénible épreuve. Toutes mes salutations et vifs remerciements pour cette position héroïque. Nous vous sommes très reconnaissants. Malgré cette effroyable catastrophe, votre aide nous fait chaud au cœur et démontre les liens très forts de fraternité qui nous lient avec les Algériens. L'élan de solidarité se poursuit, tout comme les efforts inlassables et héroïques des secouristes algériens. Des efforts suivis de près par les équipes de la télévision algérienne qui relatent la mission de nos équipes de secouristes en Syrie et en Turquie.
Et nous tenons ce soir à saluer les efforts fournis par les secouristes algériens sur place, mais également les efforts fournis par les représentants, les correspondants de la télévision algérienne en Syrie et en Turquie. Dans l'actualité internationale, le scandale Pegasus rattrape le Maroc. Une commission de députés européens a écouté des enquêteurs, des journalistes et la militante sahraoui des droits de l'homme, Aminatou Haïdar, pour essayer de connaître les dessous de cette affaire d'espionnage. La rapporteuse de cette commission d'enquête dénonce le manque de collaboration et de transparence d'un certain nombre de pays et d'institutions. Elle persiste et signe qu'il s'agit d'une attaque directe contre la démocratie. Correspondant signé Afef Blouchet. C'est une séance plénière consacrée à l'implication du Maroc dans l'affaire Pegasus. Ce logiciel espion est utilisé à grande échelle dans des actes de piratage des données téléphoniques de personnalités politiques et journalistes européens. Là, à mon sens, ça devient très sérieux et je pense ni la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, ni le Parlement, ni le Conseil de l'Union européenne vont laisser passer ce scandale-là. En plus du témoignage de 2 journalistes qui ont participé à l'enquête qui a révélé le scandale Pegasus et au-delà, à savoir Oussa Moussaoui pour le journal L'Humanité et Majid Zerouki pour le journal Le Monde, la commission a écouté le témoignage de 2 victimes, 2 figures emblématiques de la résistance sahraoui d'une part et palestinienne de l'autre, qui tous 2 sont revenus sur la dangerosité de ce logiciel qui prend littéralement possession du téléphone infecté. واحنا بنعرف نظام التجسس بيجاسوس ممكن هو يقوم في اجراءات داخل الجهاز من اجل استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الانسان، فبالتالي ممكن يكون هو يسوي اتصالات او يبعث رسائل او يفتح مثلا الميكروفون في منطقه معينه او الكاميرا في محل اخر. Les mêmes informations ont toujours été utilisées par le Maroc pour limiter au maximum mes libertés et perpétrer par la suite de graves violations contre ma personne. Mais le chemin vers la vérité est semé d'embûches, comme l'atteste la rapporteuse de la commission PEGA, car malgré le nombre important de personnalités européennes victimes de cette attaque d'espionnage, les gouvernements européens semblent peu enclins à collaborer avec le Parlement sur la question. Même ces gouvernements-là, donc ceux qui n'abusent pas du spyware, ils ont intérêt à se taire. Parce qu'ils font, par exemple, ils font des accords avec les autorités marocaines sur la migration, par exemple. Donc ils ont besoin de l'appui du gouvernement marocain, donc ils n'ont pas envie d'entrer dans un conflit public ouvert avec le gouvernement marocain. Vous voyez, donc même si, par exemple, on a vu que peut-être même le président Macron, le ministre de son gouvernement, le premier ministre espagnol, le ministre de la Défense espagnol, ils ont probablement été visés par le spyware, par les autorités marocaines. Évidemment, ils doivent réagir. Ils ne peuvent pas rien faire. Donc ils ont ouvert des enquêtes judiciaires qui ont, à mon avis, abouti à rien, parce qu'il n'y a que du silence, il n'y a pas de progrès, pas de résultats. Et effectivement, ces gouvernements-là se trouvent dans une position difficile, parce qu'ils n'aiment pas trop être espionnés par le Maroc. En même temps, ils ont besoin de bonnes relations avec le gouvernement marocain dans des questions de migration, de pêche, de sécurité, je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est très 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 compliqué et pour moi il est très important de garder la question ouverte, de mettre la lumière et aussi d'expliquer aux gens qu'il ne s'agit pas ici uniquement d'une violation des droits de l'homme des individus, de ceux qui ont été visés, mais d'une attaque frontale à notre démocratie. La commission d'enquête PEGA est censée présenter un rapport intérimaire avant de soumettre sa version finale à un vote au Parlement européen en mars 2023 ou en juin si la mission est prolongée. Et au Maroc, chaque jour apporte son lot d'inquiétudes pour les habitants. Cette fois, ce sont les habitants de Tétouan qui ont bravé l'interdiction de manifester pour dénoncer les coûts de vie devenus insupportables pour la classe moyenne. Commentaire signé Majid Ahmed. Le Makhzen continue de servir ses intérêts au détriment du peuple marocain qui n'abdique pas et qui n'a d'autre recours pour exprimer son désarroi et dénoncer la situation économique que d'investir les rues.
Les habitants de Tétouan sont sortis crier leur détresse devant la hausse vertigineuse des prix de produits de première nécessité, pointant du doigt la politique répressive du Makhzen qui les a plongés dans une misère noire. جينا نقولوا من هذه الوقفه هذه الحكومه كفى الغلب يعف بهذا المصطلح هذا لان في واحد الوقت كنا كنطالبوا باش تحسين الوضعيه ديال عموم الجماهير الشعبيه باش اننا نحسوا بالكرامه ونمشيو ونشريو ديور ونشريو طوموبيلات ونسافروا. الان ولينا فقط كنمشيو نعملوا الكريديات ولي غاشه ديال الكريديات باش نعيشوا. Les manifestants dénoncent la flambée record des prix et la dégradation de leur quotidien, une conséquence directe de la politique défaillante du Makhzen. كفى من الهجوم على القدرة الشرائية ديال المواطن، كفى من المسلسل الغلاء. كاين الناس اللي كتشد هنا 1400 درهم ديال 1400 درهم، دابا الاخر في الجماهير اذا دخل للسوق 1400 درهم ما تشريلوش الحاجيات الاساسيه ديالو ل 15 يوم. المغاربه صوتوا على هذه الحكومه واللي شافوا فيها المستقبل الواعد ديال البلاد، فاذا بهذه الحكومه كتملص من جميع الاتفاقات ديالها ومن جميع الوعود ديال اللي وعدت بهم الجماهير الشعبيه والعمال. Face à cette situation alarmante, les Marocains n'en désespèrent pas. Même si le Makhzen continue de faire la sourde oreille et étouffe leur voix, ils sont plus que jamais déterminés à se battre pour revendiquer le strict minimum. Retour en Algérie, on termine ce journal avec les joggers du vendredi. Notre équipe est allée tôt ce matin à Bouchaoui sur les traces de ceux qui bravent le froid à la recherche de sérotonine et de dopamine, des molécules sécrétées par le cerveau pour récompenser l'exercice physique. Reportage signé Raouf Hamouche. Il est 8h du matin. Nous sommes en plein cœur de la forêt de Bouchaoui. Le froid n'a pas empêché des centaines de personnes à investir la forêt. Le lieu se veut une place idéale pour pratiquer du sport. Seul, en couple, en groupe ou même avec son chien, chacun trouve son plaisir. L'objectif reste le maintien de la forme. Chaque vendredi, je suis là, de bon matin. C'est très bon pour la santé, il y a de l'air frais. Voilà, donc on se ressource avec une bonne énergie. Et c'est très bon pour la semaine. La semaine, on est calme, on est zen, on est bien. Et c'est très bon pour la santé. C'est un confort moral d'abord. Ou après, c'est bon pour la santé, c'est sûr. C'est pour ça qu'on vient, ça fait 15 ans qu'on est là. Et moi, depuis mon jeune âge, j'avais 4 ans. À l'âge de 4 ans, je venais ici avec mon père. Là. Oui, chaque matin de vendredi, on vient. Bien sûr, on se rencontre vers 7h30. On fait notre footing, à peu près 1 heure de footing. On vient ici pour faire des étirements, On égale les catégories, il y a des jeunes, des vieux, des familles. La matinée, il y a plus d'oxygénation, il y a moins de monde. On le fait des fois, par exemple, au mois de carême, on le fait l'après-midi, le soir. Et justement, qu'il pleuve ou qu'il neige, pour ces hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, l'activité physique reste leur meilleur remède contre le stress. Pour certains, c'est devenu une véritable addiction. Même s'il neige. Oui. Même s'il neige, on vient. Ouais. Oui. On vient au sport parce que ça devient comme une drogue. Hein. Le sport, oui, ça y est. Je viens de terminer. De toute façon, le sport, c'est toujours comme ça. Hein. Ça développe la molécule du plaisir. Hein. On prend des frissons et puis voilà, c'est notre sport. C'est une école de vie, en fait, le sport. Hein. Ça développe vraiment l'état d'âme et puis ça régénère. C'est se shooter, quoi, je veux dire, à l'air libre, quoi. Savoir que quand on court à l'air libre comme ça dans une forêt, vous avez le crépitement des petites branches, vous avez des petits oiseaux qui commencent à sortir un petit peu pour faire leur quotidien, et on est bien content de les accompagner, quoi. C'est ça qui est merveilleux, c'est une drogue, quoi. De l'autre côté de la forêt, un des sports préférés des Algériens est pratiqué. C'est une très belle forêt. C'est bien le matin pour faire du sport et j'espère qu'il préserve cet endroit. Mais bref, j'y retourne, je dois aller jouer. Allez-y. Amine n'a pas une minute à perdre. Esprit d'équipe oblige. Le sport est certes un moyen qui permet de maintenir une bonne hygiène de vie. Il permet aussi d'évacuer le stress du quotidien. Il faut bien protéger la nature. Ça, c'est le poumon d'Alger.
Et on termine avec cette belle résolution. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.